Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ouvre un dossier vraiment spécial qui retrace 60 ans d'une histoire complexe et souvent méconnue, celle de la crise des mentalités en République démocratique du Congo. C'est un véritable voyage au cœur de la conscience d'une nation pour essayer de comprendre comment les comportements et les valeurs ont été façonnés par les régimes qui se sont succédés. Allez, pour commencer, situons un peu les choses. Voici la RDC, un vrai pays continent en plein cœur de l'Afrique. Et sa taille immense, eh bien, elle est à l'image de la complexité de ses défis. Parce que pour bien saisir l'échelle du problème, il faut d'abord prendre la mesure de ce territoire gigantesque. On entend tout le temps parler des crises politiques, des crises économiques, sécuritaires. Mais et si la racine du mal était ailleurs? Si la crise la plus profonde, celle qui, au fond, nourrit toutes les autres, c'était en fait une crise morale. Une crise que l'on appelle ici les antivaleurs. C'est justement cette hypothèse qu'on va explorer ensemble. On plonge directement dans la première grande période, de 1965 à 1997, l'ère de Mobutu Sese Seko. C'est vraiment là que les racines du problème s'ancrent. Pendant plus de 30 ans, l'impunité, ça ne va pas être un simple accident de parcours, non, ça va devenir la véritable clé de voûte de tout le système. Au départ, pourtant, le projet semblait ambitieux, l'authenticité. C'est vrai que dans le contexte de l'après-indépendance, l'idée de se débarrasser de l'héritage colonial à travers une révolution culturelle, c'était séduisant. Mais dans la pratique, la réalité a été bien différente. Cette politique est très vite devenue un instrument de contrôle extrêmement puissant qui exigeait une loyauté aveugle, non pas à la nation, mais au chef. Alors, comment est-ce que cette impunité s'est installée aussi profondément? Il faut bien comprendre que la corruption n'était pas une faille du système, elle était le système. C'était un outil pour acheter les loyautés. Face à un État qui ne paye plus ses fonctionnaires, la survie passe par quoi? Par la débrouillardise. C'est là qu'apparaît le fameux article 15, un article de loi qui n'existe pas, bien sûr, mais que tout le monde connaît. Débrouillez-vous. Et petit à petit, une idée s'installe, que le bien public n'appartient à personne et que la loyauté à un chef est bien plus importante que le respect de la loi. Mais attention, même dans cette période très sombre, des voix commencent à s'élever. Face à ce système, une résistance, à la fois morale et politique, s'organise. Cet éveil des consciences va s'incarner à travers deux figures vraiment emblématiques qui vont proposer deux chemins radicalement différents pour tenter de sortir de l'impasse. La première de ces figures, c'est Étienne Tshisekedi. Et sa philosophie, c'est une rupture totale. Pour lui, le combat n'est pas d'abord militaire ou institutionnel, non, il est avant tout moral. Le point absolument crucial, c'est de vaincre la peur. La vérité et le courage deviennent ses seules armes politiques pour libérer la conscience citoyenne. Et là, on voit bien deux stratégies qui s'opposent totalement. D'un côté, Laurent-Désiré Kabila, qui prend le pouvoir en 1997 et qui lui tente d'imposer un changement par le haut, à travers l'ordre, la discipline, la sanction. Et de l'autre, Étienne Tshisekedi, qui mène un combat de très longue haleine pour un éveil par la base, fondé sur le courage citoyen. Deux visions et deux héritages qui vont marquer en profondeur l'histoire du pays. Après l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila en 2001, une nouvelle ère de 18 ans s'ouvre sous Joseph Kabila. C'est une période pleine de paradoxes où une certaine stabilité institutionnelle va en fait masquer une aggravation terrible de la corruption qui va devenir la norme. C'est vraiment ça, le cœur du problème de cette période. D'un côté, le pays est réunifié, des élections sont organisées, les institutions sont reconstruites après des années de guerre. Mais de l'autre, la culture de l'impunité héritée de Mobutu, elle, n'est absolument pas remise en cause. Bien au contraire, elle se systématise, elle se perfectionne. Et forcément, les conséquences sur les mentalités sont désastreuses. Une culture de la résignation s'installe, le fameux « rien ne changera jamais ». Et puisque rien ne change, l'opportunisme devient la règle, le « chacun pour soi ». La prédation des ressources publiques n'est plus vue comme un crime, mais presque comme une stratégie de réussite. La méfiance envers l'État devient totale, et la politique est perçue comme un jeu cynique dont les citoyens, logiquement, se détournent. En 2019, une nouvelle alternance politique va marquer le début d'une rupture annoncée. Et pour la toute première fois, la lutte contre ces fameuses antivaleurs n'est plus seulement un discours, elle devient une politique d'État portée au plus haut niveau. La stratégie est claire et elle se déploie en 3 temps. D'abord, nommer le mal, dénoncer publiquement la corruption, le tribalisme, l'impunité. Ensuite, agir, sanctionner et de manière spectaculaire pour bien montrer que personne n'est au-dessus de la loi. Et enfin, pérenniser, créer une institution entièrement dédiée à cette transformation culturelle de longue haleine. Et puis, il y a un symbole. Un acte fondateur de cette nouvelle approche, c'est le procès Caméré, la condamnation du directeur de cabinet du président pour détournement de fonds,
C'est un véritable séisme. Le signal envoyé est extrêmement fort, le message est clair, l'ère de l'impunité totale est terminée. C'est un vrai tournant psychologique pour le pays. La troisième étape de la stratégie, la voilà. C'est la CICM. C'est tout simplement la première fois dans l'histoire du Congo que la réforme morale et le changement des mentalités deviennent une politique publique officielle avec une structure permanente. Sa mission ? Éduquer, sensibiliser pour reconstruire le civisme de la base jusqu'au sommet. On arrive au terme de notre analyse. Et la question qui se pose maintenant, c'est celle-ci. Après 60 ans de déconstruction morale, est-ce qu'on peut réellement forger un nouveau citoyen congolais? Un citoyen fondé sur la responsabilité? Le chemin, bien sûr, est encore long. Si on résume ce long parcours, on est parti de l'impunité érigée en système par Mobutu, on est passé par la tentative de rupture morale un peu inachevée de Laurent Désiré Kabila, puis on a vu la normalisation de la prédation sous Joseph Kabila, pour arriver enfin à la rupture institutionnelle actuelle. Chaque période a laissé une trace, une cicatrice profonde dans la conscience collective. Et c'est un peu tout ce que symbolise cette image d'une nouvelle génération qui est incarnée ici par le personnage de Déborah. Une jeunesse qui a connu ses crises, bien sûr, mais qui porte en elle l'espoir d'un renouveau. L'espoir d'un Congo où la responsabilité et l'intégrité ne seraient plus des exceptions, mais bel et bien la norme. On termine donc avec cette question, qui reste grande ouverte. L'arsenal institutionnel est en place, la volonté politique est affichée, mais face à un héritage culturel aussi lourd, aussi ancré, est-ce que les sanctions et l'éducation peuvent vraiment suffire à déraciner 60 ans d'antivaleurs ? L'avenir du Congo se joue peut-être entièrement dans la réponse à cette question. Merci de nous avoir suivis.